Salut à tous, c'est le confinement et ça m'arrange parce que ça me fait une excuse pour garder les cheveux longs, mais c'est pas du tout de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'un film qui est beaucoup plus important que mon existence et qui s'appelle 8 et demi. En fait, dans la vie, moi j'adore créer, mais ce que j'aime encore plus, c'est quand les artistes expliquent comment est-ce qu'ils créent, et ce que j'aime encore plus, c'est quand ils le font au travers d'une œuvre, au travers d'une mise en abîme. Et il y a des œuvres comme ça qui me touchent, qui sont parfois naïves, qui sont parfois maladroites, mais j'ai une tendresse vraiment pour elles. Par exemple, Soyez sympa rembobiné, Ma vie avec John F. Donovan, j'aime ces films. Ils ont plein de défauts, la critique n'a pas été super tendre non plus avec eux, mais voilà, le simple fait qu'ils parlent quelque part de la création avec à chaque fois même des idées différentes, c'est quelque chose qui me touche, et c'est particulièrement le sujet de 8 et demi, donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous présenter ce film. Mais la différence de 8 et demi avec ces deux autres films, c'est que pour le coup, lui, il est incontestablement bon. Il est sorti en 63, l'année d'après, il a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Et pour un peu mieux le resituer dans son contexte historique, la même année sort Le Mépris de Godard, qui va être un peu le début de la fin pour la nouvelle vague française. Et pour résumer le film, on pourrait reprendre les mots de Fellini qui ne parlent pas du film et du contexte dans lequel il a été tourné, et qui va dire: nous étions à Cinecittà, j'avais prévu de tourner mon film, seulement le film que j'avais prévu de réaliser m'échappait, je n'arrivais pas à trouver le souffle. On reparlera plus tard de ce qu'est Cinecittà, vous inquiétez pas. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, l'histoire du film, c'est l'histoire de la création du film. Puisqu'ici, en fait, on va suivre Guido, qui est un réalisateur plutôt beau gosse, mais un peu tourmenté, qui est joué par Marcello Mastroianni, et qui va chercher à faire un film et qui va un peu se perdre en route. Et dit comme ça peut vous sembler très, très cliché, voire peut-être même un peu une ego trip ou une surdimension des problèmes de la création. Mais en réalité, il faut pas non plus oublier ce que c'est que de créer une œuvre, surtout une œuvre cinématographique, c'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, il y a des rapports de force, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui va devoir rencontrer un public et des critiques, et donc du coup, c'est quelque chose où on n'a pas forcément envie de mettre de soi dedans, on a plutôt envie de se barricader derrière autre chose, tout en sachant qu'on peut pas faire autrement, enfin ça c'est mon point de vue, et je pense aussi que c'est le point de vue de Fellini qui va dire: quand un artiste essaie de se programmer de l'extérieur, il commet toujours une erreur. Et donc du coup, dans la création, c'est quelque chose où tout se mélange et on va devoir, en 1h30, 2 heures pour un long métrage, essayer de projeter ses peurs, ses craintes, ses désirs, ses frustrations, ses envies, etc. Tout en sachant que derrière, il y aura un public qui pourra juger ça. Et encore là, j'ai même pas parlé du fait qu'un film, ça se développe sur plusieurs années et qu'entre-temps, on a le temps de se perdre en route et de plus vraiment savoir ce qu'on voulait dire dans ce film. Et moi, je trouve ça assez effrayant et je pense que c'est aussi un peu le point du réalisateur dans ce film. Et si jamais vous voyez pas vraiment où je veux en venir, je vous conseille de tout simplement regarder le film et peut-être qu'il vous apportera une réponse plutôt satisfaisante. Le film est assez long, il est aussi assez lent, mais j'ai choisi de m'intéresser à une scène de rêve. D'abord parce que c'est un super point d'entrée de toute façon de classique dans le film, de regarder le rêve parce que ça parle forcément de l'intimité, et qui plus est dans ce film ça parle à la fois de l'intimité du réalisateur Guido et du réalisateur Fellini, et aussi parce que dans cette séquence on va bien retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir un peu la façon dont l'artiste va projeter ses craintes, ses peurs et ses envies dans une séquence. D'ailleurs, je mets un petit avertissement, là je vous dis ce que je vois dans la séquence, ce que je trouve intéressant, mais ça veut pas dire forcément que le réalisateur en a conscience. Donc je vais surtout expliquer comment je vis ce film. Et peut-être que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça vous semble vraiment très flou, très, très vaporeux, et vous inquiétez pas, ça va devenir encore pire quand on va analyser. Dans cette séquence, Fellini a vraiment travaillé un peu un flou artistique sans vraiment qu'il soit là l'image, je vais y revenir, vous inquiétez pas. Si vous voulez voir la séquence avant que j'en parle, le lien est en description, bien évidemment. On entre dans cette séquence par une première scène avec un fondu enchaîné qui va un peu déjà reprendre cette thématique du flou. Ce flou, il est accentué aussi par cette lumière qui paraît presque surnaturelle, avec ces rideaux qui font des allers-retours quasi fantomatiques. Et le mot fantomatique, pour moi, fait aussi écho avec ces pêches qui sont à la fois une nature morte et quelque part aussi une représentation du désir, de la chair, de l'acte sexuel en fait qui vient d'avoir lieu. Et donc cette scène, c'est à la fois du flou et à la fois de la symbolique, et plus encore, il y en a une deuxième qui est beaucoup plus frappante de symbolique, c'est cette structure pyramidale qui apparaît presque comme un pied de nez à une scène de Pietà. On aurait d'un côté la Vierge Marie qui ne serait plus vierge, au contraire, puisque la scène s'ouvre après un fondu qui éclipse une scène sexuelle entre deux personnes qui plus est qui sont mariées mais pas ensemble. Et puis on a aussi ce double sens avec ce magazine pour enfants qui donne déjà une illusion de régression avec Pipo qui n'est pas sans rappeler le nom de Guido. Et donc dans ce plan on a déjà toutes les clés pour comprendre ce qui va se jouer après. On se prépare déjà à explorer l'enfance de Guido, si tant est qu'il aurait quitté. Se profile aussi quelque part ce complexe d'Oedipe avec Marie qui renvoie la mère. On a aussi une crainte de la mort avec la nature morte et les rideaux fantomatiques. Et au passage on peut noter quelque part l'idée que l'artiste serait un peu comme un flottement, pas vraiment dans le réel, pas vraiment dans le rêve, pas vraiment dans le présent, voilà, un peu tout ça à la fois. Et justement ça serait aussi peut-être parce qu'il est à la fois partout et nulle part qu'il arriverait à pouvoir créer des œuvres. La scène se poursuit avec un nouveau personnage qui apparaît, enfin en réalité on ne sait pas, peut-être qu'il était là depuis le début, puisque ici on a un plan d'ensemble, alors qu'avant c'était un plan plus serré qu'on a eu, et donc peut-être qu'il était là depuis le début, en tout cas
la mer apparaît. On survole ce plan puisqu'on a une plongée qui est un peu un regard divin ou alors un surmoi pour les athées. On peut à nouveau voir quelque part une référence christique. En tout cas, moi je vois deux façons d'interpréter cette scène. D'abord, on peut voir une certaine bataille entre les mères, entre la mère Marie et la mère de Guido. On voit bien que Guido est au centre d'une symétrie. La porte répond à la fenêtre, la lampe de chevet répond à l'autre, etc. Et finalement, il y a une forme qui se dégage quand même de tout ça. C'est un triangle, un peu comme un triangle amoureux. Et on aurait son amante en blanc et à l'inverse sa mère dans le noir de dos plus inquiétante, mais qui est toujours présente. Et là, si on veut employer des termes psychanalytiques, puisque Fellini était en psychanalyse, on aurait le début d'un transfert mère-amante. Et puis aussi, on a un début d'onirisme, de la même façon que la mère est décalée par le mur. Je pense que le réalisateur nous invite tout simplement à entrer en décalage. Enfin, c'est toujours la même question, et c'est une question qui va revenir en permanence de depuis quand est-on dans ce rêve? Depuis quand est-ce que la mère est là? Est-ce que le simple fait que la mère soit là, est-ce que c'est déjà le début du rêve? Le rêve s'invite dans la réalité, et comme dans Paprika, on se demande est-ce que le rêve ne serait pas finalement pas la réalité? Ça va être aussi notre grand questionnement de cette analyse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au plan d'après, on se retrouve au cœur de la séquence onirique. On a changé de point de vue, d'angle, et le mur s'est changé en ruine. Et une nouvelle fois, on retrouve ce doute depuis quand est-ce qu'on est dans le rêve. Ce qu'il faut bien voir, c'est que d'habitude, quand on entre dans une scène de rêve, ça se fait avec des flous, des fondus, enfin, il y a plein de figures pour montrer qu'on est dans un rêve. Et là, ça ne se matérialise pas. On a eu un fondu, mais pour moi, c'était pour zapper la scène de sexe. Enfin bref, en tout cas, maintenant, on y est. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de quoi parle ce rêve? Déjà, on voit bien qu'il y a un rapport compliqué par rapport à son enfance, par rapport aux choses qui n'ont pas été dites. Je pense que le simple fait déjà d'avoir mis un panoramique droite-gauche, ça nous amène à nous dire qu'on retourne vers le passé. C'est une vision très classique en fait du panoramique, c'est-à-dire qu'on lit de gauche à droite. Les frises chronologiques sont aussi représentées de gauche à droite. Donc de ce fait, un panoramique qui va dans le sens inverse, un panoramique qui retourne vers le passé, qui régresse comme le magazine Pipo. Et donc nous revoilà au temps où les parents de Guido étaient vivants. Mais on peut aussi se demander plus simplement s'il n'y a pas une ellipse qui a lieu puisque la mère a trouvé un arrosoir. C'est un peu comme si le montage avait le hockey. Ce qui nous surprend, parce que c'est une façon particulière de représenter le rêve. Pour vous donner un exemple aussi concret, même époque, on a l'enfer dans les Georges Clouzot qui est en train d'être filmé. Et là, dans ce film, bien qu'encore une fois, ça joue un peu sur le brouillage réalité-rêve, on a quand même une distinction bien plus nette entre le rêve et la réalité, avec même un passage en couleur pour le rêve, et donc de façon très approximative, mais quand même, on peut quelque part dire que là où les cinéastes ont une vision fantasmée, rêvée du rêve, Fellini, lui, le voit aussi d'une certaine façon hypnotique, mais il apporte aussi sa touche en disant qu'un rêve, c'est aussi des saccades. Et du point de vue de la composition, on a une démultiplication des lignes verticales et un jeu de perspective qui va un peu brouiller nos repères, et donc quelque part on perd les notions d'échelle, et en même temps c'est aussi ça un rêve, mais rassurez-vous, il y a toujours de la symbolique. En tout cas, moi, de voir Guido dans cette tenue qui fait penser à celle d'un prêtre, et de profil comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il quelque part il est au confessionnal, et que pour poursuivre l'analogie religieuse, on est dans le temple de sa pensée, dans le temple de sa création, qui est certes en ruine, mais qui continue d'arroser, où il y a des fleurs qui naissent, mais je vais revenir sur cette allégorie. En tout cas, on a cette vision du confessionnal qui est très forte, où il va pouvoir s'intéresser à sa mère qui fait autre chose. On poursuit, donc cette fois-ci ce n'est plus un panoramique droite-gauche, mais c'est un travelling, et le panoramique lui a changé de sens. On continue notre exploration du passé, mais cette fois-ci, c'est aussi, on tourne autour du passé, ou du moins le passé nous permet d'aller vers l'avant. Ça nous permet aussi de voir cette mère et son arrosoir de plus près, et le fait qu'elle parle de ses larmes nous invite à nous demander si finalement elle n'arrose pas les plantes de larmes. Et si l'on file la métaphore que ce jardin serait finalement le jardin secret de Guido, eh bien ça serait un peu comme si la souffrance de sa mère, et quelque part qui lui renvoie sa propre souffrance, ne serait pas ce qui finalement ferait jaillir ces fleurs du mal, c'est-à-dire ses créations. Et pour faire plus simple, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les souffrances de l'artiste qui peuvent aussi l'aider à créer. Tout de suite après apparaît un nouveau personnage, le père de Guido, qui va nous échapper, comme de toute façon nous échappe plus généralement la compréhension de ce film, et comme ce film échappe lui-même au réalisateur, quelque part on se sent désemparé comme Guido, on s'identifie plus facilement à lui, que le plan d'après est un travelling, toujours de la droite vers la gauche, où l'on retrouve ce désert. Mais avant de parler de l'image, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse au son. On a une figure de montage qui s'appelle un empiètement, c'est-à-dire que Guido a commencé sa phrase sur un plan, il a fini sur l'autre, et on en vient à se demander, mais est-ce qu'il est là? Et c'est une question qui va revenir très souvent. Où est Guido? Puisque traditionnellement, une voix comme ça qui se prolonge sur plusieurs plans, c'est une voix off. On se demande si finalement Guido n'est pas le narrateur. Est-ce qu'il est en train de narrer son rêve? Est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est acteur? Et il va venir repartir. On va le voir tout au long de l'extrait. Et encore une fois, on peut aussi faire un parallèle avec ce montage qui est lui aussi en hockey, qui vient et qui arrive.
En tout cas, ce panoramique nous permet de découvrir plus encore ce décor. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ces figures géométriques qui sont rectangulaires, qui sont alignées, et avec les fleurs, ça rappelle les stèles d'un cimetière, bien sûr. Ça, je l'ai déjà dit, mais à ce moment-là, je me sens aussi un peu obligé de recontextualiser le lieu. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit là, c'est Cinecittà, le plus gros studio italien, et qui est par ailleurs indissociable de la figure de Fellini. Et dès lors, on peut filer la métaphore du cimetière de deux façons. D'abord, historiquement, le studio a été créé en 1937 sous l'impulsion de Mussolini, et donc déjà, c'est pas top en nombre de morts. Et ensuite, en 1944, les forces alliées le réquisitionnent et s'en servent d'un camp pour accueillir les réfugiés. Et il y a donc d'une certaine façon une aura à la fois de vie et de mort qui flotte sur ces lieux, un peu de la même façon qu'on avait ce double sens dans Les Pêches. Et ensuite, plus subjectivement, on l'a vu, Fellini est en crise existentielle au moment de faire le film, et le fait d'assimiler le plus grand complexe de studio du pays à la mort, ça nous amène à la question de savoir si finalement le cinéma comme industrie du rêve fabriqué à la chaîne n'est pas en train de décliner voire de s'éteindre. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que du côté français, eh bien, on a la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, c'est aussi des décors naturels et ça a quand même pas mal de gueule, même avec les moyens du bord. Mais bref, cette réflexion est interrompue par ces lignes horizontales au premier plan qui viennent obstruer tout le plan pour nous ramener à une réalité plus matérielle. Le père entre par la gauche après être sorti par la droite, et on le retrouve tout ratatiné dans un coin de l'écran, alors que la mère, elle occupait tout le cadre, et qui plus est, il va être surcadré, c'est-à-dire enfermé dans le cadre, ce cadre formé par cette barre métallique qui est aussi une ligne de séparation nette entre lui et son fils. Et ça permet de créer à la fois une symétrie, comme si un personnage répondait à l'autre en termes symboliques, et ça permet aussi de les isoler chacun dans un bout de plan, comme si la communication était impossible entre deux, comme s'ils appartenaient à deux mondes différents, à deux plans différents. La mort reste omniprésente dans ce récit avec cette figure qui n'est pas sans rappeler celle d'un cercueil, et pour la première fois on va avoir une mention du décor que je mentionne depuis le début, mais c'est du décor hors champ. On parle de ce plafond qui est très bas, qui est trop moche, et le fait qu'on ne le voit pas, pour moi, ça nous indique clairement qu'on est face à une métaphore, une volonté d'élévation qui a été empêchée, et qui plus est, ça va s'accompagner d'une réflexion sur qui dirige vraiment le film, qui le tient. C'est-à-dire que le fait que le père du réalisateur lui rappelle qu'il a été artiste, mais que ce qu'il fait là n'est pas de l'art, eh bien forcément, ça amène à se demander si c'est vraiment lui qui l'a fait comme ça, si ça ressemble vraiment à ce qu'il a souhaité. Et cette réflexion va se prolonger avec l'arrivée de deux nouveaux personnages, le Commendatore, qui en français a été traduit par le producteur, car en fait c'est le même acteur qui joue le producteur. Et ce qui est étrange, c'est que le père va parler à ce Commendatore à la troisième personne de Guido, et il y a trois lectures possibles de cette troisième personne. La première, tout simplement, c'est que le père parlerait de son fils à la troisième personne comme une marque de respect, comme un comment se comporte mon fils sur le tournage, ce qui est certes infantilisant mais cohérent. La deuxième piste de lecture qui est déjà plus intéressante, c'est le fait que Fellini a disparu. Depuis le début, on le voit venir et repartir, et là on ne le voit pas dans le reflet de la vitre. Il est donc possible qu'il soit tout simplement parti. Et enfin, troisième hypothèse qui va peut-être vous paraître un peu exagérée, mais qui je trouve est intéressante, c'est de penser que le père ne parle pas tant au producteur qu'au film. Je m'explique. Le Commendatore est habillé en blanc et en noir, et donc à ce titre, il endosse deux costumes. Et jusqu'à présent, les personnages qu'on a vus habillés en blanc, c'était Guido, artiste dans le lit. Et je pense que c'est aussi intéressant de se pencher sur les rêves que faisait Fellini au moment de faire ce film. Dans son carnet de rêves, il écrit « Je nageais dans la mer et je voulais revenir en arrière parce que la mer devenait houleuse. Tout à coup, j'ai vu émerger au milieu des flots, couleur de plomb, menaçant la tête chauve de Picasso qui, avec sa blanche couronne de moine, nageait. Et moi, je lui disais « Je veux retourner en arrière » et Picasso secouait la tête et disait « Non, non » et il m'incitait à nager. Et donc là, on a une vision d'un blanc qui est une couleur que l'on peut associer à la vivacité, à la volonté de vivre, à la vitalité, et donc quelque part à la création. Et en même temps, le producteur a aussi ce costume noir, plus formel, qui va lui donner une stature. Et pour moi, on a donc un producteur qui a à la fois la vision artistique et à la fois la vision managériale du projet. Finalement, c'est le producteur qui va incarner le film. Dès lors, si on considère que c'est le producteur qui incarne au mieux le film, on peut se demander si finalement le médium de film n'est pas un moyen aussi de s'adresser à ses proches. Un peu comme quand on met une story Insta, non pas pour soi ou la gloire de l'art, mais en sachant pertinemment que quelqu'un d'autre va tomber dessus. Et alors, si Fellini parle à ses parents à travers son cinéma, il est logique que ses parents lui répondent aussi par son cinéma, et donc ici incarné par le producteur. On retrouve ensuite à nouveau Fellini de profil, dans l'ombre toujours, presque menaçant. Cette lune noire va commencer à éclipser les autres, c'est-à-dire que les personnages vont disparaître derrière lui, et on continue encore une fois cette régression où Guido perd le langage, finalement il ne sait plus parler, et il ne sait même plus s'adresser puisqu'il va tourner le dos à la caméra. Puis ensuite on a ce drôle de rythme, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le père parle en rythme avec la musique, et qu'on en vient à se demander si elle est vraiment extra-diégétique, c'est-à-dire est-ce que finalement les personnages n'entendraient pas cette musique. Le travelling aussi se fait en rythme, c'est-à-dire qu'au début on croit que c'est un
un travelling arrière, mais en fait c'est un aller-retour, un peu comme ces nappes de musique, un peu comme l'aller-retour du ressac de la mer, un peu comme l'aller-retour des souvenirs qui persistent dans la tête de l'auteur, et un peu comme cet aller-retour de l'évocation des pêches qui est un souvenir d'enfance mais que l'on retrouve dans son présent. Et de ce montage très incisif, on en vient aussi à se demander si le personnage du père est vraiment si en dehors de Guido que ça. C'est-à-dire que depuis le début on a du mal à les voir ensemble à l'écran dans un même cadre. Il apparaît en fait comme son doppelganger, son jumeau maléfique, c'est-à-dire que Guido est à gauche, lui va arriver à droite, mais les deux sont dans l'ombre, les deux sont habillés de façon à peu près pareille, et on en vient à se demander est-ce qu'ils sont opposés ou est-ce que chacun est le double de l'autre, surtout que depuis le début on a des ellipses, est-ce que finalement le père de Guido ce n'est pas Guido en plus vieux, et ça pourrait s'expliquer encore une fois par le fait que Fellini est en psychanalyse, qui plus est d'obédience jungienne avec Jung qui a parlé des âges de la vie et qui parle aussi souvent du double. On se retrouve donc bel et bien dehors, on ne sait pas en réalité depuis quand Guido est dehors. Ce qui est sûr, c'est que maintenant il se voit introniser un nouveau rôle, il prend une cape et il se fait en fait toujours aussi inquiétant puisque on ne sait plus vers quoi il regarde. D'habitude dans une composition classique, on laisse de l'espace vers où se dirige le regard. Or là, le regard bute contre le coin de l'écran, c'est pas ce que Guido regarde, ce qui le rend d'autant plus inquiétant. Et il va donc prendre la cape, qui peut être celle du Commendatore ou même celle d'un cardinal, et il va complètement, encore une fois, éclipser son père. C'est peut-être sa façon de tuer les gens, de tuer le père. Et on observe aussi une certaine marque de respect, ou du moins une volonté peut-être de laisser de l'intimité, de la part d'une caméra qui se fait discrète et qui se recule, mais qui le laisse toujours sur un tiers de l'écran. Et il faut savoir qu'un tiers d'écran, c'est aussi vers là où l'œil est attiré naturellement. Donc il a vraiment une place centrale sans être au centre. Puis on a ce gros plan énigmatique comme est pour nous le lieu. On se retrouve un peu dans le même état que Guido. Après avoir voulu que le père reste, on aimerait simplement comprendre ce qui se passe. Ce père revient donc, mais cette fois-ci, il est encore une nouvelle fois complètement ratatiné dans un petit coin de l'écran, et il va rentrer dans un trou pour parachever l'image d'un cimetière. Et encore une fois, on a des questions qui vont rester sans réponse. Arrive ensuite la mer. Elle est filmée avec cette légère plongée qui permet de bien montrer tout son visage, mais aussi qui permet de lui faire une part d'ombre. Sauf que très vite, en fait, on va avoir ce cut qui ne semble absolument pas déranger Guido. Alors est-ce que c'est vraiment un cut temporel ou est-ce que c'est vraiment le rêve de Guido qui déraille sans que ça l'inquiète vraiment? On ne sait pas. Après tout, c'est courant dans un rêve que les personnages s'interchangent sans vraiment qu'on s'en rende compte. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a encore une fois un retour du triangle amoureux. Mais alors que le triangle amoureux avec sa maîtresse, il y avait la mère et la maîtresse qui coexistaient dans la même pièce. C'est-à-dire que finalement, on pouvait se demander si la maîtresse ne complétait pas la mère, autant la femme, là, va remplacer la mère. Et aussi, on peut y voir d'une certaine façon une réflexion sur le vieillissement, où alors que Guido est voué à vieillir et donc à ressembler à son père, sa femme, elle, serait vouée à incarner finalement une version plus jeune de sa mère. Le plan d'après, Guido a encore disparu, il laisse sa femme comme un enfant, perdu au milieu d'un cimetière, où on peut une dernière fois contempler ces magnifiques perspectives du plan d'ensemble. Finalement, Guido ne ressort pas indemne de ce rêve. Déjà, on entend le bruit du rêve qui empiète sur la scène où il est de retour dans sa réalité. Et surtout, le fait d'avoir une cape, le fait d'avoir gardé son chapeau lui permet de retrouver le contrôle. Et à partir de maintenant, les choses vont se faire à son rythme. C'est à son rythme que le travelling recule. C'est lui qui va créer le son, qui va créer le rythme avec ses pas, puis avec ses sifflements. Et c'est lui qui va être le centre d'une symétrie qui va être à la fois axiale, où il est au milieu de l'écran, mais aussi centrale. Il va se démultiplier en ayant son reflet via l'ombre. Et donc, quelque part, on voit que ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu les réponses à ces questions qu'il n'a pas réussi à retrouver la motivation pour faire ce film. Et si je devais apporter une conclusion rapide de cette séquence, je dirais qu'on voit bien comme le cinéma peut suggérer des tonnes de déchirements intimes avec simplement un paysage de ruines, une dizaine de phrases de dialogue et un montage saccadé. Et on pourrait même déceler une certaine ironie à voir la façon dont les analyses à retirer de la séquence sont elles-mêmes très personnelles et parlent peut-être même plus de nous que du film lui-même. Ironie qui serait d'autant plus d'actualité que Fellini avait écrit « Rappelle-toi que c'est un film comique sous sa caméra pour se le rappeler à chaque prise ». Pour ma part, j'ai pas vu la comédie, mais peut-être que vous la verrez vous. Et c'est aussi pour ça que ce film me dépasse et que je vous conseille donc de regarder 8,5 pour faire votre propre conclusion de ce film, de cet extrait, et aussi tout simplement parce que c'est dur d'analyser une séquence comme ça hors du contexte de tout le film. Et tant qu'on parle de conseils, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, à dire si ça vous a plu en commentaire, ou même si vous avez d'autres analyses, parce que je me ferai une joie de voir en quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou en quoi vous avez du grain à apporter à mon moulin. Je remercie par ailleurs mon professeur d'analyse des images, Stéphane Goudet, à qui j'avais proposé une première analyse, et qui m'avait fait des remarques que j'ai naturellement intégrées dans ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Et puis comme je suis en voix off et que je suis pas intimidé par la caméra, eh bien je peux vous dire que je vous fais de gros bisous, à bientôt.